Bonjour, bienvenue, merci de commencer la semaine avec nous. Nous allons parler pratique, bien-être et tendance. C'est ça l'Instant R, le magazine qui met en valeur les régions grâce aux rédactions régionales de France 3. Ce matin, par exemple, nous allons suivre des opticiens ambulants. Alors, ils ne travaillent pas dans des magasins spécialisés, non. Ils partent directement à la rencontre de leurs clients. Une nouvelle forme de service que nous décryptons dans un instant. Nous parlerons également bien-être en testant la cryothérapie ou le soin par le froid. Le corps est soumis à des températures extrêmes jusqu'à moins 110 degrés. Les bienfaits sont alors réels et on vous expliquera pourquoi dans l'Instant R. Mais tout de suite, c'est l'instant pratique et voilà un sujet qui va vous intéresser. Si comme un Français sur 3, vous remboursez un crédit immobilier, depuis le mois de janvier, vous pouvez renégocier vos assurances d'emprunt immobilier. Il est ainsi possible d'économiser des centaines d'euros, ce qui n'est pas rien. Notre équipe de Besançon a rencontré le sénateur qui est à l'origine de cet amendement. C'est une partie à plusieurs milliards. Mais cette fois, les banques ont perdu la main. Auparavant, lorsqu'elles vous prêtaient de l'argent pour un achat immobilier, elles vous vendaient avec l'assurance de ce prêt. Mais depuis quelques semaines, et grâce à l'amendement du sénateur Martial Bourquin, on peut renégocier chaque année le montant de cette assurance et même changer d'assureur. Pour l'élu socialiste, les banques disposaient d'un drôle de monopole. Sur une commission, une assurance fait 10% de marge. Concernant l'assurance emprunteur, les banques font 50%. Et j'ai trouvé ça anormal. C'est de l'argent pris aux familles. Ça représente quand même de 3 à 700 euros par an. Vous multipliez ça par 10, 15, 20, parfois 25 ans, c'est des sommes impressionnantes. Chez ces courtiers en assurance qui viennent de créer un site internet pour l'occasion, on se réjouit bien sûr de la libéralisation de ce marché très rentable, mais aussi très complexe. Le profil type pour changer d'assurance, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, qui a fait par exemple son premier achat il y a 2-3 ans et qui n'a pas de souci de santé déclaré depuis son dernier emprunt. Parce qu'un souci de santé déclaré depuis le dernier emprunt va avoir la conséquence d'augmenter le tarif et ou de rendre impossible la nouvelle assurance ou à minima risquer de le faire. En clair, il faut être vigilant et surtout bien lire les termes de son contrat. C'est important aujourd'hui de ne pas se focaliser sur forcément le gain ou combien on va gagner au maximum. Il est important de savoir qu'on peut gagner un petit peu moins mais être assuré un peu mieux. Je prends l'exemple des personnes qui peuvent travailler sur des chantiers et ne pas être assuré contre des maladies dorsales. Et ce n'est pas tout. Même avec la nouvelle loi, la banque peut refuser le changement d'assurance. Il faut que le contrat soit un contrat avec des garanties identiques au contrat que vous avez déjà. Une fois que vous avez ça, après, il faut savoir que vous avez, pour renégocier ou pour changer résilier d'assurance, c'est minimum 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Avec l'arrivée de la concurrence, les tarifs des assurances devraient donc mécaniquement baisser. Mais malheureusement, dans le même temps, les spécialistes annoncent une hausse des taux de crédit immobilier. Oui, et parallèlement, les prix des biens à la vente grimpent depuis 2 ans, plus 4% en moyenne ces derniers mois. Les prix, cette fois, ne sont pas plus élevés. Le service, en revanche, se veut plus proche. Des opticiens se sont lancés dans les services à domicile. Alors, quand on sait que plus de 70% des Français portent des lunettes, on se dit qu'il y a de l'avenir. Ces professionnels proposent donc de venir chez vous ou directement dans les maisons de retraite, par exemple. C'est aujourd'hui très à la mode. Reste à savoir si ce concept d'opticien ambulant va fonctionner sur le long terme. Nous avons rencontré des professionnels en Seine-Maritime. La maison de retraite a pris l'habitude d'organiser la venue de professionnels de santé pour ces pensionnaires qui se déplacent difficilement. Bonjour, je vais vous emmener à l'infirmerie. Désormais, des opticiens visitent régulièrement l'établissement. Amélie est précurseur. Depuis 4 ans maintenant, elle se déplace, elle, son matériel et son associé. Nous apportons tous les tests pour réaliser les tests de vue et puis les montures et également tout le matériel pour ajuster les lunettes des résidents. Allez, venez. En ce jour de visite, les opticiens retrouvent des clients qu'ils voient 3 fois par an sans que les personnes âgées soient obligées de se déplacer. Pour le personnel de la maison de retraite, c'est un soulagement. Ça permet d'entretenir la vue et de conserver une activité de lecture et de participation à des activités au niveau de l'établissement. En se déplaçant ainsi dans les maisons de retraite, mais aussi dans des entreprises ou chez des particuliers,
les opticiens nomades inventent un nouveau métier. On a un vrai échange, des vrais liens qui se créent. Et je trouve que c'est beaucoup plus humain comme façon de travailler. Ils sont encore peu nombreux, 5 seulement en Seine-Maritime. Lui sillonne une Normandie plus rurale, dans les environs d'Yvetot, à la recherche d'un second souffle économique. Le marché est saturé depuis quelques années, donc forcément, il faut trouver des alternatives et essayer d'innover, essayer de proposer autre chose pour avoir une place certaine sur le marché, ça c'est indéniable. Ses clients, Gaspard va les trouver loin des villes. Dans ses mallettes, il apporte un service complet, essais, réglages, pose des verres sur les montures, réparation, il fait tout, à domicile. Ce couple de retraités n'aura qu'un interlocuteur, lui. J'arrive à lire un périodicité, spécialité. Super. Donc là, vous arrivez vraiment à lire des caractères que même moi sans lunettes. Ça m'embête les boutiques parce qu'il y a beaucoup de promos qui vous disent que vous repartez avec zéro dépense, zéro machin, et puis vous repartez quand même avec une facture de 400 balles, de 400 € en moyenne. Le jeune opticien se donne 3 ans pour amortir les 60 000 € investis. Il compte surtout sur le bouche à oreille pour se faire connaître de la campagne normande. L'instant Vivre Ensemble nous emmène ce matin dans un restaurant assez exceptionnel à Nantes. Le Reflet, c'est son nom, a une particularité. Il n'emploie que des personnes trisomiques, que ce soit en cuisine ou en salle. Aujourd'hui en France, 65 000 personnes vivent avec une trisomie 21. Leur insertion professionnelle est un vrai défi. Ce type d'établissement est alors essentiel. Mais au-delà de l'aspect social, la réalité est là, ça marche. Les salariés sont heureux de travailler, un bonheur qu'ils savent communiquer aux clients, eux aussi heureux de venir et de revenir. Le bonheur, la voilà la recette du succès. Aujourd'hui, ça va faire 1 an. L'ambiance est bonne. Bah oui, c'est vrai. Hein? Oui. On a souvent des compliments. C'est un succès? Bah, pour moi, oui. Moi aussi. Hein. Et pour tous les autres. Il y a 1 an, nous avions suivi l'ouverture de ce restaurant à Nantes, où les serveurs sont atteints de trisomie. Parmi eux, Antoine, 33 ans, ou encore Caroline, 26 ans. Elle assurait son premier service sous les yeux émus de sa mère. À tout à l'heure. C'est inespéré. Vous êtes fière de votre fille? Oui. Un pari osé. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Depuis son ouverture, le restaurant ne désemplit pas. On est complet demain midi. Et en coulisses, je donne ça à Farida. La même équipe, pas le moindre abandon. Farida, la cuisinière, mesure chaque jour les progrès accomplis. Il y a 1 an, j'étais derrière elle, je regardais, j'observais. Aujourd'hui, je peux leur donner une tâche et elles peuvent l'accomplir du début jusqu'à la fin. Caroline fait toujours la fierté de sa mère. Bonjour ma chérie. Elle a signé un CDI après 5 années de chômage. Elle vivait en vase clos dans un monde de personnes handicapées, alors qu'ici, il y a du contact avec les clients, donc des gens ordinaires, voilà. Et ça change son attitude du coup aussi? Ça lui fait du bien, oui, elle est heureuse. Il y a un épanouissement aussi chez la maman. L'équipe a réussi son pari. Numéro 6, mesdames. Tiens, cadeau. Banaliser le regard sur le handicap. Si tu prends du kir, oui. Je vais prendre cassis, mais aux pêches. D'accord. Certains clients viennent désormais par habitude, comme dans n'importe quel restaurant. C'est très bien, ça nous fait plaisir d'être là. Un bon restaurant, on mange bien, c'est sympathique, voilà. En France, seule une personne handicapée sur 3 travaille. Alors, un tel succès a vite dépassé les murs du restaurant. De nombreuses associations les ont contactés pour monter des projets similaires. Il serait temps déjà qu'on soit plus nombreux à pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. Donc si le reflet peut montrer que c'est possible à l'échelle de tout un chacun, on a gagné un pari en tout cas. Le moment préféré d'Antoine, c'est le pourboire. Merci Antoine. Tu comptes pour moi ça. Voilà. Et pour le salaire, pas de virement bancaire. Le document, le chèque que je leur donne à chaque fin de mois vient concrétiser tout un mois de travail. Et du coup, ça matérialise vraiment ce pourquoi ils sont ici.
Voilà, ils ont travaillé, le travail mérite un salaire et quand ils ont le chèque qui apparaît, ils ont les yeux qui s'illuminent. Et je me souviens de Pauline qui a dit la première fois avec son premier chèque, elle a dit je vais emmener mes parents faire le tour du monde. Et voilà, j'ai trouvé que c'était magique et du coup ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait ici. On roule. Salut, à demain. Entre son salaire et les aides, Antoine gagne environ un SMIC par mois. Ses parents gèrent son compte, mais avec son argent de poche, il va désormais faire des courses. Ça j'aime bien. Caen, Marseille, Nantes. Et il rentre tout seul à la maison alors qu'avant, sa famille devait venir le chercher. Une autonomie pas toujours facile à acquérir. Il y a un an, Paul, le benjamin de l'équipe, avait parfois des moments de crise qu'il fallait surmonter. Au restaurant, non seulement Paul a tenu bon, mais dans sa vie privée, il a fait un pas de géant. Régulièrement, il ne dort pas chez ses parents, mais dans cette association. Chacun sa chambre. Il y a 9 logements ici. La chambre de Paul. On lui apprend ici à se débrouiller tout seul. Il y a le lave-vaisselle. Quand il y a la vaisselle, faut laver bien, brasser bien, parce qu'après c'est dégoûtant. Là, Une autonomie qui ne lui fait pas peur, au contraire. L'autre fois, il a même téléphoné ici, lui-même, pour voir s'il pouvait faire un stage à nouveau. Bonjour, ça va bien? Il faut aujourd'hui des années d'attente pour obtenir une place dans ce type de structure. Vivre sans leurs parents, un nouveau défi que les salariés du restaurant espèrent un jour relever. L'instant R continue avec la visite inédite du service de l'inventaire de Bretagne qui, depuis plus de 50 ans, recense le patrimoine de la région. Ces photos assez exceptionnelles sont désormais accessibles au plus grand nombre. Nous rencontrerons ensuite une créatrice de meubles amoureuse du bois et de la laine, deux matériaux qu'elle mélange avec subtilité, vous verrez. Mais avant cela, on ouvre notre instant bien-être pour découvrir la cryothérapie. Alors il s'agit en fait de soumettre le corps à des températures extrêmes, moins 110 degrés quand même. Un procédé qui permet de soulager les douleurs aiguës et chroniques, les insomnies et facilite la récupération. De quoi évidemment intéresser les sportifs de haut niveau. Je vous emmène à Strasbourg. Mohamed Amin El Bouajaji est le grand espoir français du demi-fond. Entre ses entraînements quotidiens et ses compétitions, la récupération est une donnée importante pour sa performance. Alors régulièrement, l'Alsacien vient ici pour une séance de cryothérapie dans ce centre strasbourgeois. Un voyage de quelques minutes dans le pays du très grand froid. Alors maintenant, je vais ouvrir la porte. Il va pouvoir entrer dans le premier sas où il va être à une température d'exposition de moins 25 degrés. Une fois que les 30 secondes sont passées, ou les 30 secondes, une lumière verte lui donnera le top pour transiter dans la chambre de cryothérapie proprement dit. Mohamed Amin va rester 3 minutes 30 à moins 110 degrés. L'absence d'humidité lui permet de résister à cette température extrême. La cabine équipée d'une intelligence artificielle et de capteurs thermiques individualise sa séance. Le froid agit sur l'ensemble de son corps et soigne ses pathologies de sportifs de haut niveau. Ce qui est bien, c'est que l'effet il est immédiat, quoi, en fait. Dès qu'on sort, on a récupéré, quoi. C'est un truc de ouf. Juste quand on lève les jambes, on se sent directement plus léger. Quand on est sportif de haut niveau, on a toujours des petits bobos par-ci par-là. Et du coup, ça permet justement de récupérer plus vite, de soigner plus vite. Alors comment expliquer ce sentiment de bien-être? Comment expliquer que nous puissions résister à des températures qui n'existent pas à l'état naturel? Voilà, ça fait 3 minutes 50 que tu es à moins 110. L'arrivée dans la cabine provoque un choc thermique important. Le corps est alors en état d'alerte et se protège. Les vaisseaux sanguins se contractent avant de se relâcher. Le sang est envoyé vers le cœur pour protéger les organes vitaux. Puis le cerveau libère des endorphines, l'hormone du plaisir et des anti-inflammatoires naturels. Ça augmente à la fois les endorphines, le fait d'avoir un choc thermique de froid. Donc vous avez à la fois un ressenti qui est meilleur. Après, vous vous sentez mieux dans votre corps. Mais aussi, vous allez avoir une diminution de l'inflammation locale. Donc forcément moins de douleur. La cryothérapie agit donc sur les inflammations. Et cette technique n'est plus réservée uniquement aux sportifs. Elle soulage aussi certaines maladies neurologiques ou inflammatoires chroniques, comme la sclérose en plaques. Martine et Philippe viennent régulièrement dans ce centre pour apaiser les douleurs quotidiennes liées à leur maladie. Dès la deuxième séance de cryothérapie, ça a été génial, quoi.
une espèce de résurrection. Bon, ça ne dure pas parce que la maladie évolue, donc il faut continuer à faire de la cryo. Mais ça me plaît bien, j'ai pas peur du froid. Je prends beaucoup moins de médicaments, pratiquement plus. En tout cas, plus d'antidouleurs. Je viens ici 2 fois par semaine depuis le mois de janvier. C'est le grand bonheur. Aucun effet secondaire, contrairement aux médicaments. Et vraiment des résultats très, très intéressants. Je peux remonter les escaliers sans me tenir à la rampe. Je peux les descendre aussi. Douleurs chroniques, récupération, élimination de la fatigue ou du stress, la cryothérapie semble avoir de multiples effets sur le corps. Une technique qui s'est développée en France depuis une dizaine d'années. Depuis l'apparition de ces machines sur des gros centres que sont le Cap-Breton, le Centre européen de rééducation du sportif ou l'INSEP, évidemment, qui sont équipés depuis 2006, on est vraiment pour la récupération, pour l'aspect préventif et curatif du sportif de haut niveau, sur des technologies qui permettent vraiment quelque chose de bien plus efficace et plus efficient pour toute personne finalement. Quelques minutes de plaisir intense à moins 110 degrés qui ont un coût, 30 € la séance, non remboursés par la sécurité sociale. On tourne, voilà, parfait. Oui, sachez que la cryothérapie se pratique dans des centres spécialisés, des instituts de beauté et certains centres de thalassothérapie. L'instant R, c'est aussi l'occasion de mettre sous les projecteurs des femmes, des hommes animés par une passion. Claire, par exemple, aime le bois et la laine. Et bien comme elle est douée de ses mains, elle est parvenue à concilier ces 2 matériaux de prédilection pour en faire des meubles, des pièces uniques. C'est l'instant portrait. J'ai découvert le bois dans mon enfance. En fait, mon grand-père travaillait le bois pour son plaisir, mais du coup, il m'a fait découvrir la matière. C'est un matériau qui est chaleureux, qui change. D'une planche à une autre, il y a des différences. Alors parfois c'est embêtant parce qu'on n'a pas forcément prévu qu'il allait y avoir un défaut, du coup il faut refaire la pièce. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'il n'y a pas 2 pièces identiques. Elles ont toutes leur petit caractère. Claire Salin a commencé par apprendre la sculpture sur bois à l'école Boulle à Paris. Elle a ensuite obtenu un CAP d'ébéniste. J'ai appris à tricoter quand j'étais enfant, et puis petit à petit, c'est arrivé aussi dans mon travail. J'ai eu envie de mettre aussi du tricot dans mon travail en mobilier. Je trouvais que c'est le dialogue entre ces 2 matières que sont le bois et la laine intéressant. 2 matières naturelles, chaleureuses, assez douces. Et en même temps, ça me donne un contraste entre le moelleux de la laine et l'aspect plus lisse, plus dur du bois. On a ici mon stock de laine lavée. On a une récolte qui provient d'un élevage de brebis de race romane. C'est une laine qui est intéressante parce qu'elle est assez longue, elle est fine et douce. J'ai une bonne résistance, du coup je vais pouvoir avoir un fil de bonne qualité et assez doux avec. Ce fil lui sert à confectionner tapis, panneaux de paravent ou assises de tabouret. La créatrice travaille aussi sur commande. Une cliente voulait un lit pour son fils et lui a donné carte blanche. Le cadre du lit sera en chêne blond et la tête de lit sera constituée en fait de ce cadre en chêne et de sortes de pastilles de bois d'essences différentes. Ça c'est du frêne, donc c'est un bois qui est très pâle. Là on a du noyer, donc qui est plus sombre, avec un veinage un petit peu moins fort, c'est plus homogène. Et la dernière, elle sera en orme. Donc là, j'avais trouvé un très bel orme, bien noueux. L'idée, c'est de jouer avec les couleurs des essences de bois. Des bois qui viennent tous des environs. Notre artisan y tient. J'achète le bois en planche. J'ai la chance d'avoir une scierie proche de chez moi. Je suis à côté de la forêt de Troncet. Mais maintenant, j'ai aussi d'autres bois plus originaux. J'aime bien travailler avec les arbres dans les haies et dans les forêts près de chez nous.
Claire Salin prend soin de la matière et des matières. On peut voir ses créations dans la boutique, attenant à l'atelier. Je trouve intéressant de porter attention aux objets qui nous entourent. C'est intéressant de réfléchir à ça et du coup de proposer du mobilier qui soit relativement unique, en tout cas qui ait un caractère, qui ne soit pas standard. Et pour retrouver les créations de Claire, rien de plus simple, rendez-vous sur atelierclairsalin.fr. Je vous emmène maintenant à Rennes et je vous invite à remonter le temps. Le service de l'inventaire de Bretagne enquête et photographie depuis plus de 50 ans le patrimoine architectural de la région. Alors, vous l'imaginez, depuis tant d'années, c'est un vrai trésor qui a été amassé et qui en dit long sur l'évolution des modes de vie. 500 000 clichés désormais accessibles gratuitement. La photothèque a été mise en ligne. À Rennes, au service de l'inventaire, voici le coffre-fort. Une pièce maintenue à 15 degrés pour mieux conserver les quelques 500 000 clichés collectés depuis plus de 50 ans. Ici, vous êtes vraiment dans le Saint des Saints. Vous êtes dans l'endroit le plus précieux du service de l'inventaire, puisque ici, vous avez tous les clichés photographiques qui ont été pris depuis 1964. Toutes les photographies de tous les formats sont méticuleusement classées. Un trésor qui est maintenant accessible au grand public. 180 000 clichés vont être mis en ligne. Un travail de titan, car une fois numérisées, les photos doivent être encore retouchées si nécessaire. La photothèque du service de l'inventaire s'enrichit chaque jour. Quand il y a une mission sur les édifices religieux, par exemple, les chercheurs passent d'abord pour mener leur enquête. C'est ensuite aux photographes d'intervenir. Quand je prends en photo un retable, on a le choix, soit on garde tel quel avec les pots de fleurs, la nappe, parce que la nappe d'autel, ça fait partie de la liturgie, ou soit pour avoir une meilleure lecture sur du mobilier, donc on enlève la nappe. Et là, par exemple, il y a une belle surprise, c'est qu'en enlevant la nappe, j'ai découvert une pierre tombale, quoi. Puis, en plus, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a une main qui est gantée sur la dalle, donc c'est certainement un chevalier, on ne sait pas trop, quoi. Donc à chaque fois, on ramène un petit complément à nos chercheurs. Ce jour-là, à Saintré, à 20 km à l'ouest de Rennes, ces 3 chargés d'études doivent réaliser un recensement le plus exhaustif possible du patrimoine sur la commune. 116 édifices à voir et à étudier. La deuxième moitié 19e ? Ouais, deuxième moitié 19e, je pense. Pour voir l'évolution de l'architecture et du bâti, ils ont en main des anciennes photos du bourg, notamment celle d'une ferme des années 80. Elle n'a pas disparu, mais le bâtiment a évolué. Juste ici, les ouvertures, les 2 gerbières sont toujours là. Intéressant, là, de voir l'évolution ou décevant ? Non, intéressant parce que c'est un bâtiment doit évoluer aussi et ça fait partie de l'histoire du bourg. Mais d'où l'intérêt de faire une enquête d'inventaire, c'est de garder la trace de ce qu'a pu être le bâtiment avant. Après le centre-bourg, les alentours. La carte IGN est utile. Un autre édifice est à voir, une ferme, mais cette fois elle a été entretenue et restaurée. La rencontre avec le propriétaire va être essentielle car il va pouvoir révéler l'histoire des lieux. Mes parents étaient agriculteurs. D'accord, ok. C'était une petite ferme de 14 hectares, ça. Et le bout là, c'était la maison d'habitation et la chambre, parce qu'en haut il y avait une chambre pour nous, puisqu'on était 5. Et le reste c'était grenier en haut. D'accord. Et en bas, c'était l'étable. Et l'écurie qui était dans l'autre bâtiment qui est un peu plus bas. D'accord. Juste ici, après, oui, au milieu là. Il y avait une porte, on a bouché la porte en bas et on a remis une fenêtre à la place. Avec ces informations, les photos de la ferme auront une valeur ajoutée. Maintenant, le patrimoine du quotidien, les maisons, les commerces, les ateliers, les croix de chemin, tout ce patrimoine est mis en valeur. La région Bretagne a la chance d'avoir un patrimoine d'une extrême diversité, d'une extrême richesse et surtout d'une grande dispersion aussi. C'est-à-dire
tous les kilomètres, il y a quelque chose à voir et il y a de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux angles d'attaque. Donc, quels que soient les centres d'intérêt des publics, on peut toujours trouver des liens et des moyens de raconter des histoires et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, les collectivités, les agences d'architecture et d'urbanisme, les associations, les particuliers, ils sont de plus en plus nombreux à se plonger dans ce trésor photographique du patrimoine breton. Et l'inventaire du patrimoine breton lance par ailleurs un appel à projet pour inviter tous les Bretons à enrichir ces fonds iconographiques. Pour plus de renseignements, ce site. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui. Je serai là demain, fidèle au poste à 10h50 pour parler de sujets pratiques, tendances et bien-être. Des reportages qui ont un point commun. Ils nous concernent tous. Très bel après-midi à vous. À demain.